Tentacule. Aujourd'hui, on règle nos comptes sur Xanatar. Le monsieur n'était pas content, il voulait pas Pancucu. You're so dead. Ouais, parce que tu dis des bêtises, sur le Xanatar. Bon, par quoi on commence? On va remettre le début du contexte de mes paroles. Voilà, c'est ça. Xanatar étant le premier supplément A-classe officiel et qui plus est traduit, je soulevais la problématique que certaines classes me semblaient déjà lorgnées du côté du manche puissance, la petite classe qui est un peu plus optimisée, et je mettais en tête de ligne l'ensorceleur divin qui a accès à tous les sorts de prêtre, version cheatable avec les points d'ensorceleur, qui me semble un petit peu la porte ouverte au gros bilisme. Et tu m'as dit non, t'as rien compris. Mais non, mais je te le redis publiquement, mais non, mais t'as rien compris. Alors là, on va peut-être parler un petit peu technique. Alors je suis désolé parce que je sais que la communauté vieux geek est peut-être pas forcément hyper branchée technique des D5, mais le diable est toujours dans les détails. Alors, le truc, c'est qu'il faut bien garder en tête que dans des D5, au sein d'une même classe, il y a plusieurs archétypes possibles. Donc en fait, il y a deux équilibres à garder en tête. C'est l'équilibre d'un archétype par rapport aux autres archétypes de la même classe et l'équilibre des classes entre elles. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un équilibre, on va dire, horizontal et un équilibre vertical. Ce que tu as repéré, qui est juste, c'est que le Divine Soul Sorcerer, donc je ne sais pas comment il est traduit, l'ensorceleur de sang divin, non ou de, divin, ou enfin ouais, de toute façon le divin, quoi. Voilà. Au moment où sort le Xanatar, donc au moment où le Xanatar arrive, quand tu as que le manuel des joueurs et le Xanatar, oui, il n'y a pas trop de doute à avoir, c'est le plus puissant des ensorceleurs. C'est le meilleur archétype pour les ensorceleurs. On ne va pas se mentir. Par contre, à partir du moment où le Tasha's Cauldron of Everything est sorti, ce n'est plus le puissant des ensorceleurs, puisque les deux archétypes sortis dans le Tasha sont encore plus puissants que lui. Comme quoi, c'est exactement mes doutes que c'est la porte ouverte où chaque bouquin qui sort après, tu te dis, en fait, le meilleur ensorceleur, il est dans le truc, il faut que j'achète mes thunes. Ouais, non, mais. Tu me laisses finir. Non, attends, là, tu me tends une perche, je l'attrape. Tu me laisses finir. Oui, dans l'absolu, si tu as joué 3 ensorceleurs, que tu as pris l'ensorceleur au sang dragon du livre de base, ensuite tu as pris le Divine Soul dans la deuxième campagne, et qu'ensuite dans la troisième campagne tu joues un des deux du Tachaz, tu peux avoir une impression de progression en puissance qui est stratosphérique. Mais le problème, c'est qu'en réalité, à l'horizontale, par rapport aux autres classes, ce que tu prends comme une progression de puissance, en fait, c'est un rééquilibrage. Pourquoi? Parce que l'ensorceleur est un peu trop faible au départ. Et donc, en fait, ils ont utilisé ces classes-là pour essayer de rééquilibrer l'ensorceleur, notamment par rapport à son grand rival, qu'est le magicien. Et pour beaucoup de techniciens de DD5, ce sont les deux ensorceleurs du Tasha, donc qui sont encore plus puissants que le Divine Soul, qui arrivent enfin à être à peu près au niveau du magot, tu vois. Parce qu'en fait, l'ensorceleur au départ, il était un petit peu mou du genou. Et pour revenir sur le Divine Soul Sorcerer, pourquoi il n'est pas si puissant que ça? Et notamment dans ta vidéo, tu dis qu'en gros, il ringardise complètement le clair. Et qu'en gros, il n'y a aucun intérêt de jouer un clair quand tu peux jouer un Divine Soul. Non, je dis qu'il peut. Parce qu'effectivement, si tu orientes un clair dans son intérêt qu'il est semi-combattant de CAC et qu'en plus il a du sort divin, il n'est pas du tout sur le même plan. Mais par rapport au clair spé en soins, leur pouvoir de spé en soins vont pas contrebalancer les capacités métamagiques que tu vas utiliser pour booster tes sorts de soins avec tes points de sort. Eh ben, c'est là où c'est là où, à mon avis, tu as perdu de vue un des détails clés du design du sorcerer, et c'est justement ce détail clé qui est changé dans les deux archétypes du Tasha, mais qui n'est pas changé dans le Divine Sorcerer, c'est le nombre de sorts connus par l'ensorceleur. Parce que le Divine Soul, peut-être qu'il peut aller faire ses courses dans 400 sorts au lieu de 200 parce qu'il a accès aux deux listes, mais il peut toujours acheter qu'une dizaine de sorts. Il faut savoir qu'au moment où tu es niveau 11, c'est-à-dire au moment où quasiment toutes les campagnes de DD5 de la planète s'arrêtent, parce que les joueurs passent à autre chose, on recommence une campagne, le Divine Soul Sorcerer, il connaît 13 sorts et 6 cantrips. En français, ça doit être sorts mineurs. Ouais, les sorts mineurs. Voilà. Donc,
il a un répertoire qui est archi limité. Et c'est vrai qu'en théorie, tu te dis, c'est le Divine Soul, il peut avoir soin et projectile magique. Sauf qu'en fait, c'est pas soin et projectile magique, c'est soin ou projectile magique, parce qu'il a toujours que 13 sorts connus au niveau 11. Tu vois ce que je veux dire? Et sachant que sur ces 13 sorts connus, parce que ce que tu as souligné, un des mecs de la commu sur ta précédente vidéo et qui est très vrai, sachant que sur ces 13 sorts connus, comme le Divine Soul Sorcerer, il a D6 de points de vie et pas d'armure, de toute manière, il a un slot direct pour aller prendre shield, bouclier. Parce que s'il ne prend pas bouclier, il est mort. Donc en fait, il a encore moins de sorts. Alors que le clerc, il faut quand même rappeler un truc hyper important dans le design de la classe, de tous les casteurs divins, c'est aussi valable pour le druide. À tout, quoi. Il a accès à tous les sorts de sa classe, la totalité. Et même si tu tombes sur un joueur ultra feignant, t'imagines le plus feignant de tous les joueurs du monde, où le mec te dit, les yeux dans les yeux, vieux geek, ça m'emmerde de lire tous les sorts, je veux pas repréparer mes sorts le matin, je veux avoir toujours les mêmes sorts préparés. Ok? Donc le mec, il joue son perso en mode siège arrière de la bagnole, les doigts de pied en éventail. Il ne prépare pas de nouveaux sorts, il garde toujours les mêmes. Bah, même comme ça, il connaîtrait, il pourrait lancer 2 fois plus de sorts différents que le Divine Soul Sorcerer. Exactement 2 fois. Au niveau 11, il serait à 26 sorts contre 13 pour le Divine Soul. C'est-à-dire qu'il aurait de base 2 fois plus de flexibilité que le Divine Soul. Alors, je te dis pas que le Divine Soul est pourri. Tu as tout à fait eu raison de dire que métamagie plus liste de sorts du clair, ça permet de faire des trucs super costauds. C'est vrai que c'est super costaud. Mais c'est pas costaud au point de bouleverser l'équilibre de DD5. C'est-à-dire qu'au moment où le Xanatar sort, c'est clairement pas le Divine Soul qui va changer ce qu'on appellerait la méta du jeu, en disant oh. Mais par contre, il y a au moins 2 archétypes dans le Xanatar qui changent la méta du jeu, mais c'est pas les 2 dont tu as parlé dans ta vidéo. Il y a l'archer, il change pas mal. Non, l'archer, il est très en dessous du Battle Master et de l'Eldritch Knight du manuel des joueurs. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si tu as bien regardé la description technique de la classe de l'archer. L'archer arcanique dans le Xanatar, il a 2 tirs magiques pour chaque repos court. 2 tirs, c'est-à-dire que ton combat, il fait 3 rounds, tu tires 2 fois une flèche magique, après tu es en slip, tu n'as plus rien. Alors que le Battle Master, pour chaque repos court, il a au minimum, et ça grimpe, 4 dés de manœuvre, le double, au strict minimum le double, et ça grimpe. Alors que l'archer arcanique, ça grimpe jamais, il a toujours 2. Il a que ses 2 moves. Il a que ses 2 moves. C'est-à-dire que, littéralement, une fois que tu as fait tes 2 tirs magiques, ton perso, bah, il a plus d'archétype. T'as plus rien. Tu as son petit truc de pouvoir éventuellement avoir la flèche qui fait un boomerang et qui va frapper quelqu'un d'autre. Mais même ça, techniquement, si tu es face à un adversaire seul, ton pouvoir, il marche plus. Parce qu'il faut qu'il y ait au moins 2 cibles pour que ton pouvoir marche, tu vois. Donc, en fait, l'archer arcanique, il n'est pas si balèze que ça. Par contre, les 2 classes les 2 archétypes qui ont tout changé, c'est le Gloomstalker, c'est un des archétypes du Ranger, qui est une machine de guerre. Alors, je ne sais pas comment il est traduit en français, mais bon, en gros, toi, tu es un ancien joueur de LoL. Donc, tu vas voir tout de suite de quoi je parle. Il y a un des 3 archétypes du Ranger, c'est Vayne. Toujours, hein, je ne me suis pas soigné, pardon. Il y a un des 3 archétypes du Ranger, c'est Vayne. Et il est absolument monstrueux, avec une capacité au premier tour à tirer plus vite et à faire plus de dégâts. Même le dessin, honnêtement, c'est juste de la repompe, quoi. Voilà. Et cet archétype-là, il est considéré comme vraiment violent. Et même chose chez les warlocks, donc les sorciers, je pense en français. Le Hexblade, donc la lame maudite, je ne sais pas comment ils l'ont traduit. Je vais chercher comment ils ont fait ça pour nos petits occultistes. C'est occultiste en VF Je sais plus, je passe d'une version à l'autre, et puis là, je me suis déjà refoutu dans d'autres jeux. Est-ce que... Non, je crois que c'est encore sorcier, là. Mettre des intrigues. Ah là, voilà. Roublard, mais putain. Va-t-il y arriver? Jamais.
Mais à la limite, c'est pas le plus important. Mais voilà, en anglais, c'est Hexblade. Donc je sais pas si l'âme maudite ou l'âme noire, je sais pas comment ils le traduisent en VF, ou l'âme de la malédiction. Mais là, pour le coup, cet archétype-là pour le sorcier, il a tout changé. Et il est Occultiste. Sorcier, c'était dans la V4. même dans la V3, il me semble. Mais ok. Oh oui, non, peut-être. Occultiste. Ok. Et cet archétype-là, avec la capacité au combat, au contact, d'utiliser ton charisme comme caractéristique de combat, ce qui permet aux sorciers, donc aux warlocks, de mettre tout sur la même carac, ça a tout changé. Et notamment quand on utilise le multiclassage et tout ça. Et c'est le mage lame dont on parle. Mage lame, ok. Français, mage lame. Et donc ça, c'est un archétype qui a tout changé. Et c'est des archétypes qui ont vraiment durablement changé la configuration du jeu, comment on fait des builds et tout ça. Mais est-ce qu'il y a eu une montée en puissance sur le Xanatar au point de dire « Ouh là là, ils sont en train de péter le jeu ?» Pas vraiment en fait. Et notamment parce qu'on a un point de référence. Là où ils ont commencé à partir complètement en grenouille, c'est sur le Tasha. Parce que sur le Tasha, il y a au moins un, mais peut-être même les deux nouveaux archétypes de clercs, donc, qui sont interdits à beaucoup de tables. Les meneurs de jeu ne veulent pas en entendre parler, parce que là, les mecs, ils sont complètement partis en cacahuète. Mais c'est plus une erreur de design, je pense, qu'une volonté réelle d'avoir une montée en puissance. Une erreur de design. Non, Sans la fourberie, là, dans ma voix. Une erreur de design. Non, mais... Hasard ou coïncidence, je ne sais pas. Bon, en attendant, le clerc, maintenant, tu es obligé de demander au MJ s'il autorise cet archétype-là à la table, tu vois, parce qu'en fait, il y a beaucoup de MJ. C'est valable, en fait, un peu pour tous les archétypes. Hein. Il y a des archétypes qui n'ont rien à foutre dans certains mondes. Enfin, c'est revenu pas mal dans les coms de la vidéo précédente que c'est quand même vachement un truc qui s'arrange avec le MJ, puis je suis complètement d'accord. Enfin, c'est pas parce que c'est écrit quelque part dans les règles que tu débarques avec, que tu dis oh, moi je veux jouer ça. Enfin, certains archétypes n'ont pas de sens dans certains mondes. Je suis d'accord, mais ne serait-ce que par exemple, dans le Tasha, tu as deux archétypes qui sont des psions, des psioniques. Bon, bah, si tu joues dans un univers où il n'y a pas de psioniques, tu n'as pas de raison forcément de les autoriser, tu vois. Après, toi, je sais que tu aimes la traduction du Tasha en français, je referai une vidéo des dessins à griller ses câbles, le dérive du grobilisme confirmé. Voilà. Mais tu faisais le parallèle avec Pathfinder, il y a quand même un truc à garder en tête. C'est-à-dire que là, on est à 8 ou 9 ans de DD5. Hein. On se rapproche tranquillement des 10 ans, puisque les 10 ans, ce sera pour 2024. En 8 ans de DD5, vraiment, on a eu le manuel des joueurs, le Xanata, le Tasha, et quelques nouveaux archétypes répartis un petit peu partout dans les différents suppléments. Tu vois, par exemple, dans le Ravenloft, il y a deux nouveaux archétypes, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en 8 ans de jeu, en compactant tout, on va dire, il y a eu l'équivalent du livre de base plus 2 livres d'options pour les joueurs, en compactant tout, en 8 ans de jeu. Mais à côté de Pathfinder, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Pathfinder, 2 suppléments de contenu pour les joueurs, tu retiens ta respiration 10 minutes, tu les as. Enfin, je veux dire, en gros, ils étaient à un supplément d'options par an, réglé comme du papier à musique. Sur la 5e, les mecs sont restés extrêmement raisonnables. Ils sont restés sobres. Ouais, vraiment. Et oui, alors, si le terme que tu cherches, c'est power creeping, est-ce qu'il y a eu une petite montée en puissance? On va dire oui, mais... Ça t'arrache la gueule de le dire, mais tu vas le dire clairement. On va dire... Allez, je t'aide. Oh, oui, mais... Et j'insiste sur le oui, mais... sur énormément de classes, tu vois que la classe, l'archétype le plus apprécié et encore considéré comme le meilleur, c'est celui du livre de base. Sur le barbare, le totem barbarian, donc le barbare avec son totem de l'ours, avec son machin, c'est encore considéré comme le meilleur le meilleur archétype barbare de la classe. Et il est dans le livre de base. Chez le guerrier, tu pourrais dire que c'est le Battle Master, et encore, si ce n'est le meilleur, au moins un des deux meilleurs. Donc, il y a vraiment, en fonction des classes, il n'y a pas eu de power creeping du tout. Sur d'autres, clairement, le Mage Lame chez le Warlock, clairement, il y a une petite montée. Il y a une petite montée. Mais c'est pas uniforme. Ça dépend vraiment des classes, parce qu'il y a aussi la volonté qu'ils ont
de corriger le tir. Par exemple, le Majlam dans le Xanatar, le problème c'est que dans le livre de base, je ne sais pas si tu te souviens un peu de l'architecture de l'occultiste, c'est ça maintenant, tu m'as dit, occultiste? Comment il fonctionne, c'est qu'il peut avoir 3 pactes différents, le pacte de la lame, le pacte du familier, le pacte du grimoire. Je traduis comme ça, hein, je ne sais pas si c'est exactement ça le terme choisi. Et en fait, dans le livre de base, le pacte de la lame, il marche pas terrible. Il n'est pas hyper efficace. Si tu veux vraiment qu'il fonctionne, il faut soit multiclasser, soit utiliser un don. C'est pas hyper fonctionnel. Et ça s'est vu. C'est-à-dire que les mecs ont dit ouais, ce pacte-là, il n'est pas gégène. Et donc, on l'a raté, on va faire le Majlam à la place, quoi. Et c'est pour ça que le Majlam arrive dans Xanatar, c'est pour te faire un archétype chez lequel le pacte de la lame, bah, il marche. Sauf qu'ils ont été un petit peu comme des bourrins, et donc tu te retrouves avec un archétype qui, notamment en multiclassage, est monstrueux. Parce qu'il te file un nombre de capacités au niveau 1 qui est absolument... Enfin, au niveau du pacte, donc ça va être le niveau 2 ou 3, je ne sais plus. Au moment où arrive le pacte, c'est monstrueux. Et en fait, donc, tu as plein de gens qui vont faire un multiclassage juste pour aller chercher les petits avantages, notamment les paladins, parce que le multiclassage Majlam paladin, il est absolument monstrueux. Et voilà, et c'est comme ça que tu pètes le jeu, en fait. C'est parce qu'ils se sont plantés, on va dire, toutes choses égales par ailleurs, ils se sont un peu loupés dans le livre de base, ils essayent de compenser, et ils surcompensent. C'est exactement le même problème avec donc, les 2 ensorceleurs du Tasha, c'est-à-dire qu'ils se sont bien rendus compte que l'ensorceleur n'avait pas assez de sorts connus, parce que, comme je te disais, 13 sorts pour le Divine Soul Sorcerer au niveau 11. 13 sorts, c'est rien du tout, 13 sorts. 13 sorts différents. Donc, ils changent l'architecture dans le Tasha en donnant plus de sorts connus à l'ensorceleur. Et là, tout de suite, la classe fait un bond phénoménal. Et maintenant, il y a des gens qui se demandent vraiment si l'ensorceleur n'est pas devenu au moins aussi fort que le magicien, mais peut-être même un tout petit peu plus fort. En tout cas, pour ces 2 archétypes-là. Et donc, en fait, c'est souvent comme ça que les mecs se plantent. Le ranger, dans le livre de base, surtout, il est un peu loupé. Et donc, c'est pour ça que tu as le Gloomstalker qui arrive dans le Xanatar, qui, lui, est une machine à tuer. C'est souvent comme ça que s'articulent, en fait, les montées en puissance des classes et des archétypes. Comme un patch de jeu vidéo. Tout à fait. Tu nerfs, tu boostes. C'est exactement comme un truc à LoL où ils changent les champions. C'est la même chose. Ok. Bon, bah, on atteindra le Tasha au tournant. Et puis, je retiendrai ce oui. Je vais peut-être faire du montage. Je vais limiter la vidéo à oui. Oui, c'est ça. Oui, tu as raison. Et couper avant le mai. La vidéo la plus courte de la chaîne. Oui, tu as raison. Ouais, j'arrête d'être mauvaise foi. Et puis, bah, voilà. Salut les gens. À bientôt. Ciao, ciao.